Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 novembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je reviens sur la vidéo d'hier consacrée à Jean-Pierre Yssanut et je voudrais éclaircir avec vous quelques points. J'ai cité Jacques Godbout disant que la littérature québécoise était médiocre. Je tempérerai ce jugement excessif de Jacques Godbout. C'est évident, quand nous comparons la grande récolte des années 60 et des années 70, la grande récolte qui a vu naître des écrivains majeurs de notre littérature, je donne des noms en vrac, évidemment, Régent Ducharme, Hubert Aquin, quoiqu'ici j'ai quelques réserves, étant donné que plus nous avançons dans les recherches aquiniennes, plus nous découvrons la part d'imposture qu'il y a chez cet auteur, emprunt, plagiat, un grand esprit assurément, Hubert Aquin, mais qui souffrait sans doute d'impuissance intellectuelle. Anne Hébert, Gabriel Leroy, Gaston Miron, Paul-Marie Lapointe, Claude Gauvreau, Roland Giguère, Marie-Claire Blais, j'en oublie, c'est certain. Et quand nous comparons cette époque bénie à celle d'aujourd'hui, il est évident que notre époque souffre de cette comparaison. Disons simplement que l'époque des pionniers, des fondateurs est passée. Cette grande époque des fondateurs. Mais si on regarde le tableau d'ensemble, cependant, à quoi ressemble aujourd'hui la littérature québécoise? Elle est vivante, elle est diversifiée, elle est novatrice même, sur certains points. La qualité générale des ouvrages, à mon avis, ne fait aucun doute. Prenons n'importe quel ouvrage publié dans les années 70 ou 80 et comparons-les au niveau de la typographie, de la mise en page. C'est incroyablement... Nous avons maintenant une littérature, dans son aspect extérieur du moins, a atteint une incroyable maturité. Et les essayistes, nombreux, malgré tout, sont de bonne qualité. Je ne peux pas lire tous les auteurs qui sont publiés, et je n'en nommerai pas ici, mais j'en découvre à chaque jour presque. Non, c'est pas vrai, à chaque semaine, disons à chaque mois même, des auteurs d'un grand talent. Ne les comparons pas à ces auteurs fondateurs. Je vous montre ici le dernier livre, justement, de Jean-Pierre Yssanut. Regardez, que je ne vous ai pas montré hier. J'en profite ici pour saluer mon ami David Giroux, à qui j'offre cette lecture. J'aurais dû lui offrir hier. Hier, j'ai eu toutes sortes de problèmes encore avec ma chaîne YouTube. Peut-être le changement d'heure. Mais là, j'en profite, je me rattrape ici. Et je vais vous lire encore 2 ou 3 passages de Jean-Pierre Yssanut qui nous donnent une autre vision de ce qu'était Jean-Pierre Yssanut. Aussi, je voudrais également revenir sur ce que je disais sur la visite de ce professeur d'université américaine qui enseigne la littérature québécoise dans une université américaine, ce professeur qui fait maintenant des recherches sur Denis Vanier, et je le mettais sur la piste de l'ouvrage de Robert Guergeau, Art, arrangement et mécénat d'État, publié chez Le Nordir en 2005. Ouvrage majeur, une recherche sociologique à la Bourdieu, répertoriant toutes les subventions qu'ont obtenues certains écrivains du Conseil des arts du Canada, entre autres choses. C'est édifiant. Et je lui révélais, à ce prof d'université, que Denis Vanier avait été l'auteur
le plus subventionné. Ça l'a beaucoup étonné. C'est ce qui fait un peu que j'ai toujours eu des réserves à l'égard de la subversion subventionnée. Ce qui m'a amené à réfléchir ce matin, comment se serait comporté Rimbaud dans ce monde. Je pense que Rimbaud aurait été un gangster rap. Il n'aurait pas attendu d'avoir... Il aurait écrit de la poésie, mais en même temps, il aurait trempé dans toutes sortes de trafics. Il aurait vécu dangereusement et sans doute, on aurait voulu le tuer, non pas à cause de son talent de trafiquant, mais à cause de son talent de poète, comme on le voit bien dans le film de 50 Cent, ce gangster rap américain, où certains gangster rap s'entretuent pour un vers trop réussi. On est loin de la tranquillité douillette, confortable de nos artistes rap. J'en étonne plus d'un quand je leur dis que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Eminem, le rappeur. Un grand poète, Eminem. Je vous invite à aller vérifier aussi. Alors voilà. Alors que sont les alternatives pour les écrivains qui voudraient, les poètes qui voudraient échapper à ce quadruple péril que sont les institutions universitaires, québécois, le mécénat d'État et la marginalité? Je pense que la politique, le militantisme et l'économie peut s'avérer un bon moyen d'implication. Et ne pas oublier non plus, nous n'écrivons pas pour les dictionnaires. On écrit pour les hommes d'aujourd'hui. On n'écrit pas pour le futur. On écrit pour maintenant. Beaucoup d'écrivains se désengagent de la cause politique, se désengagent de l'activité sociale, ce qui laisse le champ libre aux politicailleurs et malheureusement aussi à un état de plus en plus tentaculaire. Je crois que les intellectuels, tout en ne travaillant pas au démantèlement de l'État, doivent être également un contre-pouvoir à cet État hégémonique parce que les citoyens se sont désinvestis de la cause, de la scène publique, de la cause sociale. Et c'est peut-être le rôle des écrivains, des poètes, des intellectuels, de ramener le citoyen à s'intéresser à la cause politique. Autrement, on verra, on le voit déjà, tous les magouilleurs qui profitent du bar ouvert, du buffet ouvert que représente un État livré à lui-même en quelque sorte. Donc, on peut échapper à la marginalité débilitante en s'impliquant, en s'engageant. Les réseaux sociaux nous offrent ici de merveilleux outils pour le faire. Alors, je vais conclure cette vidéo en vous lisant 3 petits passages de Jean-Pierre Issannut qui vont peut-être lui faire davantage honneur que ma vidéo d'hier. Pour en finir avec les jérémiades. Évidemment, je vous expliquais hier, Jean-Pierre Issannut ne fait pratiquement que citer. C'est pratiquement qu'un livre de collage. Pour paraphraser Montaigne, le papier parle au papier. Issannut fait des livres à partir de découpures de citations. C'est un citationniste. Moi, j'aime ça. Il y a 1000 pistes de lecture dans cet ouvrage, La géométrie des ombres, que je vous remonte à l'écran. Et il n'y a pas une page qui n'est pas accompagnée d'une note de bas de page qui fait référence à un livre ou à un autre cité dans son livre. Alors, j'enchaîne avec 2 citations de Yannick Enel et de François Méronis. Yannick Enel qui a écrit un merveilleux livre, une sorte de road movie littéraire dans l'Europe postmoderne qui s'appelle Cercle, un livre que j'ai beaucoup aimé. Et après ça, il enchaîne sur Annie Dillard, au présent. Aucune désolation devant l'affaiblissement de la culture,
aucune crainte devant la montée d'une forme de barbarie. La survivance raffinée se rebiffe face à la montée du babélien. Mais cela n'aboutit qu'à une impasse. La position réactive trouve sa place dans le cadre du magazine illustré, car il y a plusieurs emplois dans les supports. L'emploi du grincheux, celui du nostalgique, du réactif, ce sont des grimaces parfaitement homologables et qui d'ailleurs aident l'avancée du babélien. Le babélien se démontre par son contraire. Vous produisez un sentimental mélancolique qui va étaler son symptôme réactionnaire et dans le même temps, vous justifiez le babélien. Ce n'est pas de cette façon qu'on trouve une phrase de réveil. En se lamentant sur la perte de la culture, on ne fait que se figer soi-même dans une posture. Cette perte, nous la constatons, mais nous laissons la déploration aux impuissants. La pleurnicherie des survivanciers me fatigue. François Méronis, Yannick Enel. Jamais époque ne fut plus bénite que la nôtre, et jamais époque ne le fut moins. À tout instant, le sacré peut vous effleurer du doigt. À tout instant, le buisson peut s'enflammer, vos pieds se soulever, vos yeux découvrir une colonie d'âme dans un arbre. À tout instant, vous pouvez user du pouvoir d'aimer vos ennemis, d'accepter l'échec, la calomnie ou la douleur de la perte, ou encore d'endurer la torture. Ici, j'aimerais bien le croire, endurer la torture. Parfois, il nous arrive de penser quelle serait la mort la plus atroce. Eh bien, pour moi, assurément, c'est la torture. Me voir mourir dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je fais de la littérature avec mes activités ordinaires. Rien d'inventé, aucune espèce de création, uniquement ce qui convient à ma constitution actuelle. Pour éviter que l'indigence du résultat ne me terrasse, je me représente la petitesse comme une valeur. Mais est-elle réellement une valeur? Ce que Landolfi nommait état d'insuffisance. Je l'éprouve tout azimut, à plus forte raison depuis que l'insuffisance cardiaque s'est ajoutée aux autres lacunes. Mais ce n'est pas une excuse. Dans une assez courte vie d'embarras, d'angoisse et de souffrance, Christina Campo, née avec une malformation cardiaque, a toujours cherché à se surpasser et y est souvent parvenue. Un dernier passage. Dans l'essai Une idée simple, qui donne son titre au dernier livre d'Yvon Rivard, il y a quelque chose de fort, de décidé, de lumineux et d'entraînant, et certainement aussi du courage. En s'exprimant comme il le fait, Rivard se détache des conventions d'un groupe. L'idée elle-même, la moins simple qu'on puisse imaginer puisqu'elle engage la vie de celui qui l'adopte sur une voie pleine d'embûches, est que l'activité de l'intellectuel écrivain ne se justifie que s'il porte assistance à autrui. Je la répète, cette phrase-là, pour qu'on s'en imprègne bien aujourd'hui, en ce 5 novembre 2012. L'activité de l'intellectuel écrivain, on va rajouter du poète, ne se justifie que s'il porte assistance à autrui. Si vous ne voyez pas ici toutes les occasions qui nous sont offertes de porter assistance à autrui, eh bien, je ne sais plus quoi vous dire. Vous n'entendez pas les cris partout. La souffrance, même muette, celle-ci, on ne l'entend pas, mais ne la ressentez-vous pas que l'air ambiant est saturé de souffrance?
Je crois que c'est seulement en s'efforçant. Ah oui, c'est une idée héritée des plus grands, Wittgenstein. Je crois que c'est seulement en s'efforçant d'être utile aux autres qu'on finit par trouver son chemin vers Dieu. Heisenberg, non pas le Heisenberg de Breaking Bad, nous devons en tant que nous agissons comme nous devons en tant que nous agissons comme membres de la communauté humaine être bons et aider les autres. Alors voyez cet immense chantier qui s'offre aux écrivains, qui s'offre aux poètes. Alors on écrira là, comme ça sur le coin d'une table quand on aura plus de force parce qu'on aura trop aidé les autres. Je vais vous conclure en disant cette petite citation, cette petite pensée de Freud. Je vais finir par la trouver, je l'ai écrit quelque part, mais c'est un tel bordel dans ma bibliothèque. Freud disait que qu'en vieillissant, si on n'aide pas les autres, eh bien, on meurt. Qu'il est bon d'être égoïste dans notre jeune âge, dans l'âge de la réalisation, mais que si en vieillissant après ça, nous ne nous occupons pas des autres, eh bien, nous tombons malades. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde ou B Lalonde 100. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, qui est une page de militants politiques, de mobilisation politique, parce que le temps de la grande insurrection approche. En tout cas, moi, je considère que c'est une des principales tâches de l'écrivain, du lecteur même, de ne pas se spécialiser dans la rédaction de poèmes qui vont nous conduire à la rédaction de subventions, les deux étant intrinsèquement liés. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, comme le font certains amis militants avec qui j'ai passé un très bel été. Merci, bonne journée.